Eh bien, bonjour. On va commencer cette très belle journée centrée sur climat, biodiversité et systèmes complexes. Donc, je suis David Chaval-Arias, je suis directeur de recherche au CNRS et aussi donc, je dirige ce centre Institut des systèmes complexes. On est vraiment très content de vous accueillir pour cette journée exceptionnelle qui a été organisée donc, par toute l'équipe de l'ISC et coordonnée par Francesca. On va voir plusieurs moments. On a décidé de faire une introduction sur les questions des informations climatiques, puisque après on va parler de toutes les questions liées au climat, et donc on a pensé que c'était important de savoir aussi qu'est-ce qui menaçait, si vous voulez, l'information fiable. Et donc ça, c'est les travaux que j'ai présentés là pendant une vingtaine de minutes. Ce sont des travaux qu'on mène ici à l'Institut des systèmes complexes, avec toute une équipe qui s'occupe aussi d'essayer de faire une veille sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur divers sujets, et on suit les débats sur le changement climatique depuis maintenant 7 ans. Alors, on a commencé par essayer de cartographier les éléments du débat sur le changement climatique, et ça c'était vraiment le début du projet. En 2015-2016, pour la COP21, on avait comme proposition d'essayer de montrer ce sur quoi travaillaient les scientifiques quand ils parlaient du réchauffement climatique, et on va en parler donc tout au long de cette journée, et de comprendre aussi comment ces discours passaient dans l'opinion publique et notamment sur les réseaux sociaux. Et donc ça a donné notamment un dispositif qu'on a appelé le Twittoscope climatique, qui est celui-ci. Donc ça, c'est quelque chose en ligne, d'interactif. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On a pris à peu près une trentaine de milliers de publications scientifiques qui parlaient du réchauffement climatique. On l'a analysé avec un logiciel qu'on développe ici à l'Institut des systèmes complexes qui s'appelle Gargantext et qui permet à la fois d'extraire l'ensemble du vocabulaire de ces articles scientifiques. Donc on le voit ici, vous voyez, quand on zoome ici, on va parler de durabilité, des défis majeurs, ressources naturelles. Si on va ailleurs, on va parler ici des récoltes, des rendements, etc. Donc on extrait le vocabulaire et en même temps on explicite les liens qui sont faits d'association entre ces termes de vocabulaire dans cette littérature scientifique, ce qui donne les liens que l'on voit ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un objet qui s'appelle un graphe et vous pouvez visualiser ce graphe avec différents outils et ça donne donc cette sorte de carte des thèmes du climat que je vais commenter très rapidement parce que ça va me servir pour la suite. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit différents ensembles de termes qui sont clusterisés, c'est-à-dire qu'ils ont des liens très forts entre eux. Donc la biodiversité, dont on va parler tout à l'heure dans la prochaine table ronde, les questions des ressources en eau ici, les questions des combustibles fossiles et des énergies renouvelables, l'impact sur les sociétés ici, l'impact sur l'agriculture, la question des océans, qui est l'un des grands thèmes de la journée, les cycles de l'eau avec les pluies, et puis tout ce qui est modèle, donc modèle de circulation atmosphérique de l'eau, etc. Quand vous avez donc cette carte-là, ça c'est en gros l'ensemble des thèmes dont discutent les scientifiques quand ils parlent de réchauffement climatique. Ce n'est pas absolument exhaustif, mais ça donne les grands traits. Et on a lancé en parallèle donc un observatoire des réseaux sociaux pour essayer de comprendre comment, en gros, tous ces thèmes-là diffusés dans l'opinion publique. Et donc on a eu une veille sur un réseau social qui maintenant est quasiment décédé, qui s'appelait Twitter, et on a suivi les échanges sur Twitter sur le réchauffement climatique, et on a regardé en fait quelle est la proportion de ces termes qui étaient aussi relayés sur Twitter. Donc par exemple, si je regarde biodiversité ici, qui sera le thème de la table ronde tout à l'heure, donc on voit que c'est très lié à l'espace écosystème ici, mais aussi ici au cluster qui est l'impact sur les sociétés humaines, notamment via écosystème service, puisque c'est des choses qui vont directement impacter le niveau de vie et l'utilisation des ressources naturelles. Et donc, biodiversité, par exemple, si je reviens dessus, on voit qu'il y a 5% des publications scientifiques de l'époque qui mentionnaient ce terme biodiversité. Si on se demande quel pourcentage mentionne le terme biodiversité dans notre veille sur un Twitter, qui est un espèce de proxy d'opinion publique, même si ce n'est pas tout à fait représentatif, mais ça donne une idée, on peut changer cette colorisation ici que j'ai là en colorisant les nœuds en fonction de l'attention relative Twitter versus les articles scientifiques. Donc c'est ce slider-là, donc je fais ça. Et là, vous voyez que donc, plus un terme est bleu, plus il va être discuté sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe dans les articles scientifiques, et plus un terme est rouge, plus il va être discuté dans les articles scientifiques par rapport aux réseaux sociaux. Et la taille, c'est le volume total de discussion
toutes arènes confondues. Donc, par exemple, l'utilisation des terres, c'est pas tellement discuté sur le web, mais beaucoup discuté côté science. Et les questions d'humidité, alors ça, c'est parce qu'on parle souvent de météo aussi, d'humidité, mais par exemple, les ours polaires ici, c'est très discuté côté web et un peu, mais dans une moindre mesure, côté science. Et en fait, donc là, vous avez l'attention, en gros, du public pour ces différents thèmes. Ce que l'on voit immédiatement, c'est que cette attention se concentre à droite, qui est en fait la branche des effets du réchauffement climatique sur les sociétés humaines. Hein. Donc au milieu, vous avez tout l'impact sur les sociétés humaines. En haut, vous avez les gaz à effet de serre, etc. Et à gauche, qui est la branche écosystémique. Donc on va parler des océans, de la faune, des écosystèmes microbiens des sols. Eh bien, il y a seulement quelques grands termes qui passent dans l'opinion publique, comme par exemple les ours polaires, la faune, etc. Mais dès qu'on va dans des choses un peu plus techniques, on en parle beaucoup moins. Et là, ce que vous voyez, c'est semaine après semaine, l'évolution, les couleurs changent, l'évolution du focus de l'opinion dans cette grande carte. Donc parfois, ça bleuit côté des océans parce qu'on a un sommet des océans et donc on en parle dans l'actualité. Et puis après, ça redevient jaune-orangé puisque ce n'est pas un thème prioritaire de l'opinion publique. Donc ça permet d'essayer de quantifier en fait comment des thèmes liés au réchauffement climatique et à la biodiversité sont discutés et passent dans l'opinion publique. Donc maintenant, on a cette veille qui est à la fois sur le côté science, mais aussi surtout côté Twitter. Donc ça, je vais me concentrer là-dessus. On va essayer de comprendre en fait comment donc, ces discours passent dans l'opinion publique, mais surtout aussi comment l'opinion publique s'organise autour de la question du réchauffement climatique et des discussions sur la biodiversité. Alors, donc ça, par exemple, c'est le côté océan. C'est interactif, on le mettra sur des écrans. Vous pourrez consulter cette carte tout à l'heure. Alors, comment ces choses-là s'organisent? Excusez-moi, je vais juste vous montrer un film. Donc, quand on va sur Twitter, on peut reconstituer en fait les interactions en ligne entre les différents comptes qui parlent du réchauffement climatique. Et ici, vous avez donc chaque point, c'est un compte Twitter. Les liens que vous voyez ici, ce sont des liens de retweet, c'est-à-dire de partage d'informations à l'identique. Et là, c'est une observation au niveau mondial. Donc c'est en anglais, en français. Donc on a les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, pas mal d'Indiens, etc., etc. Et ce que l'on voit, c'est que les échanges au niveau mondial sur les questions de réchauffement climatique, donc ici, chaque lien, c'est un échange. En gros, c'est une série de tweets, mais qui portent explicitement sur les questions de biodiversité et réchauffement climatique. On voit qu'au niveau mondial, ça s'organise en deux grands blocs. Vous avez le bloc du haut, qui sont en gros les personnes qui acceptent le diagnostic du GIEC, et le bloc du bas, qui sont les personnes les climato-dénialistes ou les climato-sceptiques, suivant la manière dont on veut les appeler. Et donc on a à la fois quelque chose d'assez dynamique, vous voyez, ça change tout le temps, il y a des gens qui viennent dans le débat, qui repartent du débat, etc., mais avec une stabilité, d'une bipolarisation, et des climato-dénialistes qui sont toujours là. Donc c'est ce groupe-là de climato-dénialistes sur lesquels on va se pencher maintenant, pour essayer de comprendre comment ils se maintiennent dans le temps et pourquoi ils sont là. Alors déjà, le climato-dénialisme, ce n'est pas du tout quelque chose qui est en train de partir. Au contraire, il y a une tendance complètement anachronique qui est que, par exemple, ça c'est une étude sociologique, là on n'est plus sur le web, on est vraiment sur un échantillon représentatif de la population, qui a été menée par un groupe au sein d'EDF et Ipsos. Et donc ils ont montré qu'entre 2021 et 2022, il y avait eu plus 8% de personnes qu'on pourrait ranger dans le côté climato-dénialiste. Alors climato-dénialiste ici, ça veut dire des personnes qui ne croient pas dans le réchauffement d'origine anthropique du climat. Donc ça veut dire soit on ne croit pas dans le réchauffement, soit on croit qu'il y a réchauffement, mais on dit c'est la variabilité naturelle, c'est le soleil, etc., etc. Donc plus 8% au total, c'est énorme en un an. Donc il y a une tendance complètement anachronique. On va essayer de comprendre ça. Nous, on l'a observé. On a observé en fait soit l'effet, soit la cause, c'est un petit peu dur de dire, mais certainement il y a un petit peu des deux, de cette augmentation sur les réseaux sociaux. Alors déjà, si on regarde la désinformation en général au niveau mondial, on a analysé les articles de AFP Factuel. Donc AFP Factuel font ce qu'on appelle du fact-checking, donc la vérification d'informations, au niveau mondial sur tous les sujets. Donc on a analysé plusieurs milliers de fact-checking sur 2020-2023. Et si vous restreignez à ceux qui parlent français, enfin la désinformation en langue française,
eh bien, vous extrayez, un petit peu comme la carte de tout à l'heure, le vocabulaire de cette désinformation, vous faites des liens entre les concepts liés à cette désinformation, et ça vous fait ressortir des grandes thématiques. Donc ici, les grandes thématiques, quelles sont-elles? On voit 3 grands pôles. Ici, vous avez toute la désinformation liée au Covid et à la santé. En haut, vous avez toute la désinformation liée, en gros, aux questions domestiques, donc l'immigration, les élections, etc. Et en bas, vous avez toute la désinformation liée au climat. Donc là, vous avez une vue statique, une espèce de résumé des campagnes de désinformation en français sur 3 ans. Maintenant, si on regarde comment ça a évolué dans le temps, toujours avec Gare Grand Texte, on peut générer ce genre de visualisation. Ici, chaque petit point, c'est une campagne de désinformation. Le temps va de haut en bas et les campagnes de désinformation sont liées quand elles portent sur le même thème. Et donc on voit qu'il y a, par exemple, en rouge ici, la désinformation sur le Covid, entre 2021 et 2023, elle a été continue. Donc il y a toujours des gens qui parlent de désinformation sur le vaccin, sur la conséquence du vaccin, la conséquence du confinement, etc., etc. Et vous voyez que le changement climatique ici, ça a commencé à apparaître, même si ça existait à des niveaux plus faibles, mi-2021, et après ça a été continu jusqu'à la fin. Donc on a une désinformation climatique qui s'est effectivement intensifiée, autant dans la manière la manière dont les journalistes le rapportent, que, comme on va le voir, sur les réseaux sociaux, et aussi donc quand on fait des enquêtes d'opinion. Alors, donc ce climatoscope, pour le dire rapidement, c'est 500 millions de messages échangés donc, depuis 2016 qu'on a pu analyser. Et si par exemple on se concentre sur la période 2021-2023, on peut identifier comme ça des groupes de personnes qui sont vraiment très actives sur le thème du climat. Et grosso modo, sur cette période, on identifie 1 million de comptes qu'on peut classifier comme des pro-climat ou des personnes convaincues de l'origine anthropique du réchauffement climatique, et 330 000 comptes qui sont des climato-dénialistes. Et les pro-climat ont produit 50 millions de tweets, les climato-dénialistes 20 millions de tweets. Donc vous voyez que déjà ils sont un petit peu plus actifs que les 1 million, ce n'est pas tout à fait proportionnel. Ça c'est déjà une première caractéristique. Alors pour comprendre un petit peu comment on a fait ces cartographies et puis comment on va expliquer la suite, juste très rapidement, comment on analyse un paysage numérique. En gros, en ligne, vous avez des personnes comme par exemple Greta Thunberg qui disent des choses. Sur Twitter, c'est un média où les utilisateurs peuvent s'abonner à d'autres utilisateurs. Et donc, quand ils s'abonnent, ils reçoivent les verbatims des différents comptes. Donc, par exemple, cette personne-là va recevoir le verbatim de Greta Thunberg. Et si elle trouve ça intéressant, elle peut décider de le partager. Et donc, tous les comptes tiers qui se sont abonnés à cette deuxième personne vont aussi recevoir cette même information à l'identique. Quand on observe les environnements numériques suffisamment longtemps, eh bien, au bout d'un moment, on commence à voir qu'il y a des groupes de comptes qui interagissent beaucoup plus entre eux qu'avec l'extérieur. C'est ce qu'on va appeler des communautés numériques. Ces communautés numériques, on peut les identifier mathématiquement et informatiquement, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un algorithme qui va vous dire ces 3 comptes-là, ils forment un ensemble cohésif. Et on peut montrer en fait que ces ensembles cohésifs, en général, sont alignés idéologiquement sur des questions, sur les questions qui sont traitées dans ces échanges-là. Et en général, c'est en gros pas des amis, mais c'est le même principe que quand vous avez des enfants dans une cour d'école. S'ils parlent souvent ensemble, c'est qu'en gros, ils partagent des valeurs et des points et des références communes. Donc quand vous faites ça au niveau du climat, ça c'est la même représentation que tout à l'heure, mais avec des couleurs un peu différentes et basculées. Donc vous avez au niveau mondial, là vous avez à peu près 200 000 comptes, à gauche les pro-climat, à droite les dénialistes, et puis vous avez une sous-structuration entre ces 2 blocs que l'on voit ici, en fonction en fait soit des pays, donc par exemple la France est là pour les pro-climat et ici pour les dénialistes, là c'est les États-Unis, soit en fonction de groupes de militantisme. Donc là par exemple vous avez tous les activistes, Eco-Warrior, Greta Thunberg, Greenpeace, etc. Là vous avez les médias, etc. Donc on peut avoir une vision globale de la manière dont s'organisent les échanges et aussi la structuration des groupes sociaux qui promeuvent ces échanges. À droite, ici, vous avez principalement donc les MAGA, donc les Trumpers et les ultra-Trumpers ici, les groupes qui sont liés aux industries fossiles et sponsorisés par les industries fossiles, et ici nos dénialistes français sur lesquels on va zoomer maintenant. Ce qui est important de voir, c'est que cette petite appendice, là, qui est la France dénialiste, elle est apparue en 2022, elle n'existait pas avant. Donc elle fait partie de cette vague d'augmentation du climato-scepticisme qui est arrivée en 2022. Donc si on zoome par exemple juste sur la France, les interactions au niveau de la France, on a cette carte-là, donc la structure est légèrement différente parce qu'on a plus de détails. On retrouve nos dénialistes ici à gauche, et puis à droite, et à gauche ici, vous avez
Je vais mentionner ici comme ça avec le pointeur. Donc, ici, vous avez les dénialistes, et à droite, ici, vous avez donc tous ceux qui sont convaincus de l'origine anthropique du climat, mais avec des nuances. Vous avez un gros bloc qui est le GIEC ici, les médias et les pro-sobriété qui pensent que l'homme est responsable et qu'il faut en priorité essayer de réduire la consommation énergétique, parmi d'autres solutions et d'autres choses à mettre en œuvre. Et ici, un groupe qui pense qu'il n'y a pas d'urgence parce que la technologie va nous sauver. On les a appelés les technosolutionnistes. Et là, vous avez la communication du gouvernement. Donc, tous ces ensembles-là sont des pro-climat, on pourrait appeler pro-climat, mais avec une vision différente sur les solutions à mettre en œuvre. Et on en parlera à la table ronde en fin d'après-midi. Alors, si on regarde l'évolution des rapports de force sur un réseau comme Twitter, eh bien, on voit effectivement une montée du climato-dénialisme. Ici, vous êtes en 2021, là, vous êtes en 2023. Là, c'est le nombre actif de climato-dénialistes par jour, en bleu. En orange, c'est le nombre actif de pro-climat. Donc, vous voyez qu'il y a des variations, notamment des variations au moment des événements importants, comme la COP, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, etc. Mais que, grosso modo, le climato-dénialisme augmente progressivement, avec une nette augmentation ici, à l'été 2022, et ils sont restés stables. Et ici, un autre phénomène qui, là, est dû plutôt à l'infrastructure Twitter. Donc ici, Musk rachète Twitter, change les paramètres de Twitter, fait fuir beaucoup de gens, et la plupart des personnes qui défendaient les idées pro-climat partent. Vous avez un tiers de personnes qui arrêtent de produire de l'information, et l'information fiable diminue de 50% sur Twitter, ce qui fait que maintenant, sur Twitter, enfin en tout cas à l'époque, donc début 2023, quand on a fait cette étude-là, eh bien, vous aviez moitié-moitié de climato-dénialisme par rapport au pro-climat, ce qui n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça crée un cercle vicieux puisque la désinformation est plus présente et donc ça convainc éventuellement plus de monde, etc., etc. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques des climato-dénialistes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans ce groupe ici. Et la question qu'on va se poser, c'est pas tant de savoir si ce qu'ils disent est faux, parce que bon, c'est manifestement faux, souvent c'est même, parfois c'est un peu vrai, mais en tout cas présenté de manière trompeuse, mais la plupart du temps c'est complètement faux. Mais au-delà de savoir si c'est vrai ou faux, on va essayer de comprendre comment ils font pour se maintenir dans le temps, malgré le fait que tout contredit ce qu'ils disent. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui sont employées. Donc la première, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est le fait qu'ils sont suractifs, donc ils vont produire beaucoup plus de messages que la moyenne des utilisateurs, et sur des périodes beaucoup plus longues. Donc ils vont être présents beaucoup plus longtemps. Vous imaginez bien qu'un lobbyiste qui est payé par une industrie fossile, il a les moyens de se maintenir sur plusieurs années, créer un capital social, etc. Et donc voilà. Ce que montre aussi, c'est qu'ils ont une forme de multi-expertise inauthentique. Par multi-expertise, on entend le fait donc de parler de plusieurs sujets à un niveau de fréquence élevé. Alors, si vous êtes expert sur les océans, à chaque fois qu'on va y avoir un problème sur les océans, vous allez prendre la parole, expliquer pourquoi il y a un problème, etc. Mais par exemple, vous n'allez pas forcément parler des feux de forêt, ou peut-être un petit peu, mais ce n'est pas votre expertise. Et le profil classique d'expertise, c'est que, en gros, dans votre domaine d'expertise, eh bien, vous êtes souvent présent et vous parlez, mais en dehors de votre domaine d'expertise, le nombre de vos interventions diminue. Est bien moindre. Et ce que montrent ces courbes-là, c'est qu'en fait, je ne vous le montre pas, mais l'expertise des pro-climat est tout à fait normale, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple des experts sur deux sujets, il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de parler de deux sujets avec une fréquence de 10, de 20, de 30, etc. Donc ça décroît. Alors que quand vous prenez les climato-sceptiques, les personnes qui sont capables de parler de deux sujets, donc là on a pris leur sujet prioritaire, par exemple le fait que c'est des cycles solaires, le fait que c'est l'alimentation des plantes, le fait qu'il y a des cycles naturels, etc. Eh bien là vous avez en fait un noyau de personnes qui parlent de tout le temps, c'est les multi-experts, et ça c'est inauthentique au sens, on ne peut pas être expert partout de tout et tout le temps, donc ça il y a forcément tromperie quelque part. On montre aussi qu'il y a une incohérence du discours, c'est-à-dire que le même compte peut vous dire un jour qu'il n'y a pas de réchauffement climatique à une personne, le lendemain à une autre personne qu'il y en a mais c'est pas l'homme, et à plus tard que c'est l'homme mais finalement c'est bien. Donc il n'y a aucune recherche de cohérence dans le discours. Ça, on ne peut pas le détecter si on n'arrive pas à avoir une vue chronologique et synthétique de ce que dit une seule personne. On montre aussi qu'ils ont un discours
plus toxiques que la moyenne. Par toxicité, on entend en gros des messages qui comportent des invectives, des obscénités, des insultes, des attaques personnelles. Donc il est possible maintenant, avec des outils d'apprentissage machine, de qualifier tous ces millions de tweets et de calculer une proportion de toxicité. Et donc, ce que l'on montre, c'est que, par exemple, là, vous avez la toxicité en orange des climato-sceptiques. Vous voyez qu'elle est largement au-dessus des autres. Et si on la compare, par exemple, à la toxicité des messages du GIEC, hein, on peut avoir un message toxique, par exemple, si on mentionne quelque chose d'angoissant, ce n'est pas forcément négatif en soi, mais si vous êtes beaucoup plus toxique que la moyenne, c'est qu'en gros, vous incluez beaucoup d'attaques personnelles, d'insultes, etc. dans vos messages. Donc, par rapport au GIEC, les climato-sceptiques ont un discours qui est 3,5 fois plus toxique. C'est un ordre de grandeur, mais ça vous montre qu'ils ont une manière de s'exprimer qui est très à la fois véhémente et avec des attaques personnelles. Ça, c'est important parce qu'en fait, l'infrastructure de Twitter fait que les discours toxiques sont plus diffusés et donc ils gagnent en visibilité. On montre aussi qu'il y a de la planification de la désinformation. Donc, par exemple, tous les lundis, on va dire le CO2, c'est bon pour les plantes, et la veille et le lendemain, on en parle beaucoup moins. On montre aussi qu'il y a ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire le recours à des comptes automatisés pour diffuser l'information et faire croire qu'il y a plus de personnes qui défendent cette cause. Et notamment ici, vous voyez, en orange, c'est le nombre de comptes, de proportion d'astroturfing utilisés par les dénialistes, enfin de comptes automatisés. En noir, c'est la proportion de comptes automatisés utilisés par les pro-climat, sachant qu'un compte automatisé peut être entre guillemets gentil, il peut être officiel en disant « moi je suis le robot qui relaie tout ce que dit le GIEC » par exemple. Mais quand vous avez 6 fois plus de comptes automatisés et même une dynamique qui fait que vous augmentez le nombre de comptes automatisés dans votre communauté, c'est qu'il y a un truc, il y a un problème quelque part. Donc on a effectivement observé une explosion du dénialisme sur Twitter en 2022. Ici, vous voyez le nombre de comptes actifs climato-sceptiques qui explose et qui reste haut assez longtemps. Et si on veut regarder d'où ils viennent, je vais aller un petit peu vite pour pas dépasser le temps, eh bien, je vais être rapide, donc il faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de motivation à être climato-dénialiste. On peut défendre les industries fossiles, on peut avoir des intérêts géopolitiques ou des intérêts purement économiques. Je vais zoomer sur une chose en particulier. On a par exemple repéré un des principaux influenceurs de l'été 2022 qui en fait s'est avéré être un compte anonyme qui se décrit comme un expert en sciences du climat indépendant, qui a vraiment fédéré la communauté au cours du temps. Mais en fait, si on regarde l'environnement de cet expert, là vous avez l'extraction du réseau mondial autour de cet expert, donc LP qui est là, il est ici. Donc en fait il fait le pont entre la désinformation américaine qui est ici et la désinformation française qui est principalement les sphères complotistes et fachosphères. Donc il a une position structurale particulière. Et si on remonte dans le temps pour regarder ce qu'il a dit, la question c'est est-ce que c'est un vrai expert du climat? Eh bien, vous voyez que ici, c'est en orange, c'est les moments où il a parlé du climat. Donc, vous voyez qu'il s'est mis à parler du climat au printemps 2022, en juin 2022. Mais avant, en fait, il parlait de tout autre sujet. C'était un spécialiste des vaccins et il parlait de l'anti-vaccin. Et au moment de la guerre en Ukraine, il a discrètement relayé des éléments de propagande du Kremlin. Donc on a un compte inauthentique. La question c'est est-ce que c'est un cas particulier ou c'est un cas général? Donc pour ça, on peut cartographier l'ensemble des échanges sur les questions de pandémie, de la même manière qu'on l'a fait pour le climat. Je ne détaille pas trop cette carte-là parce que ça sera assez long, mais en gros, vous avez les grandes oppositions pro-vax, anti-vax ici aux États-Unis, pro-vax, anti-vax ici en France, et plein de petits dipôles ici pour tous les autres pays. Donc on voit qu'il y a une bipolarisation autour de cette question-là du vaccin au moment de la pandémie, qui a créé en fait des fractures au sein de chaque population. Et si on regarde en fait comment les fractures se sont reportées, donc là c'est 2020-2021, comment elles se sont reportées en 2022, eh bien on peut comparer les positionnements des comptes qui sont communs au climato-dénialisme et à la lutte contre la vaccination Covid. Et vous avez cette représentation-là, où vous voyez qu'en fait les anti-vax, donc la hauteur d'une barre ici c'est le nombre de comptes qu'il y a dans la communauté, donc ça c'est la communauté anti-vax, ça c'est la communauté pro-vax, et la plupart des comptes anti-vax se projettent sur des comptes dénialistes, de même que la plupart des comptes pro-vax se projettent sur la communauté climato-sceptique. Et ici, vous avez le détail entre tous les
tous les pays, on voit qu'en fait, dans tous les pays, eh bien, il y a eu un basculement des climato-dénialistes des antivax vers les climato-dénialistes. Antivax, ici entendu au sens personnes qui donc, non seulement rejettent le vaccin, mais de manière, on va dire, très véhémente, critiquent l'action du gouvernement, dit que c'est un complot, qu'on veut tuer les populations, etc. Être juste contre le vaccin, c'est pas juste être anti-vax. Ça, c'est couplé, du coup, à une désinformation. Donc, ça serait un peu long de vous montrer plein d'exemples. C'est juste quelques exemples de désinformation liés au thème climat-biodiversité et, en gros, des cohésions sociales. Donc là, ici, vous voyez, on attaque Ursula von der Leyen en disant que l'Europe veut nous forcer à manger des insectes. Ici, on joue sur le thème de l'énergie en disant, en fait, il y aura toujours de l'argent pour l'Ukraine, c'est juste que les Français vont devoir se serrer la ceinture. Et là, on critique la sobriété énergétique en disant que ça va affaiblir et faire disparaître un niveau de confort décent. Donc tout ça, c'est des lignes d'attaque qui mêlent en fait lutte contre le réchauffement climatique et d'autres questions sociétales. Donc pour conclure, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a une émergence de communautés dénialistes en juillet 2022, même s'il y avait toujours, ça serait un peu long d'en parler, mais à bas bruit en France du climato-scepticisme. On peut montrer aussi que 83% des membres de cette nouvelle communauté, qui est le cœur de cette communauté, c'est 10 000 personnes, 83% de ces 10 000 personnes ont contribué au mouvement anti-vax au moment de la pandémie. 80,5% ont aussi relayé la propagande du Kremlin au moment de l'invasion en Ukraine. Donc en fait, on a un profil de climato-dénialisme en France, donc cette nouvelle vague, qui est très très particulier. Et on peut le faire sur tous les autres thèmes, et en fait on voit que ce sont des comptes qui en fait systématiquement ont investi les lignes de fracture françaises. Donc ça veut dire que le climat n'est pas le cadet de leurs soucis, leur problème c'est la démocratie française. Donc on voit qu'ils sont intervenus sur Omicron, les conflits Israël-Palestine, qui sont très investis dans le groupe qui s'appelle Les Patriotes, qui est anti-Europe, qui ont relayé des choses aberrantes comme Jean-Michel Trenu, etc., etc. Donc, dernière slide. Donc, ce que l'on peut dire par rapport au climato-scepticisme est qu'il y a un regain donc, de ce climato-scepticisme en France depuis 2022, et même au niveau mondial, mais dans une moindre mesure, que ces dénialismes bénéficient d'un terrain qui a été favorable, qui a été préparé, enfin qui s'est constitué durant la Covid, qui est un terrain un petit peu d'opposition aux élites, et parfois aussi de complotistes, d'idées qu'il y a un complot mondial contre le peuple, etc., etc. Une grande partie de ce climato-dénialiste, en tout cas pour les leaders, c'est vraiment un climato-dénialisme trompeur. On a montré toutes les techniques qui sont assez trompeuses pour se maintenir en vie. Ce qu'il faut insister, ce sur quoi il faut insister, mais je n'ai pas le temps de le développer là, c'est que les infrastructures numériques telles qu'elles sont conçues actuellement, les réseaux sociaux, favorisent ce genre de désinformation. Parce qu'en fait, notamment, par exemple, elles favorisent les contenus toxiques par rapport aux contenus non toxiques. Et je rappelle juste qu'il y a des débats, des zones numériques qui existent et qui sont compatibles avec ce genre de débat. Nous, par exemple, on étudie beaucoup en ce moment Mastodon, qui est un réseau libre, décentralisé. Et quand vous regardez sur Mastodon le thème climat, vous n'avez plus qu'une seule communauté, qui en fait sont les personnes qui parlent du climat de manière à peu près normale. Voilà. Les thèmes sur Mastodon, par exemple, sont l'énergie, la question de la science climatique et la question de gouvernance, mais pas de manière hostile, mais plutôt de manière constructive. Voilà, je m'arrête là. Je remercie aussi tous mes collègues de l'ISC qui ont travaillé avec moi sur ces thèmes-là, donc Mazir Panahi, Victor Chemel, Paul Bouchot, Ioannis Chalkiadakis, Alexandra Architouf. Et donc, voilà, si vous avez des questions, mais je pense qu'il va falloir qu'on passe rapidement à la suite. Voilà, la suite aux prochaines tables rondes.